triche. Un podcast de l'Université de Lausanne. Éric Jondeau. Éric Jondeau, faculté des HEC, hautes études commerciales, professeur de finance. Alors, un professeur de finance va enseigner pas mal de matières différentes. Ça va de la finance d'entreprise à la gestion de portefeuille, aux méthodes quantitatives. Moi, dans mes enseignements, j'enseigne à la fois les méthodes quantitatives et la durabilité. La méthode quantitative, c'est quoi ? Essentiellement, c'est des méthodes statistiques. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour estimer correctement des rendements d'actifs dans lesquels on veut investir. Il y a beaucoup de questions de ce type-là qui se posent en finance. Les méthodes quantitatives sont pas mal utiles, notamment pour la gestion d'actifs et en particulier, par ailleurs, pour la gestion des risques. Et la durabilité ? Ça, c'est un domaine que j'ai introduit récemment dans mes enseignements. Avant, je faisais plutôt de la gestion d'actifs, disons, un peu traditionnelle, on va dire. Et puis, depuis quelques années, j'ai introduit la gestion responsable, qui va essayer de tenir compte justement des questions de durabilité. Comment est-ce qu'on fait pour construire un portefeuille qui va être plus en ligne avec les stratégies de décarbonation, par exemple. Il y a une forme de tricherie pour moi qui est en fait la forme la plus manifeste ces temps-ci et depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Ou l'éco-blanchiment, disons, je vais essayer de le dire en français. L'éco-blanchiment, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé de façon assez considérable dans les deux domaines, que ce soit en finance ou en économie, dans le cadre des entreprises. La forme la plus classique, on va dire, c'est des banques en l'occurrence, ou des gestionnaires de fonds qui vont dire je gère votre argent de façon durable, donc j'investis dans des placements verts, alors que c'est pas vrai, alors que c'est massivement surévalué. À partir du moment où on communique plus, il y a ce problème d'éco-blanchiment. C'est-à-dire que puisqu'on communique, on n'a pas envie de mettre en avant ce qui est négatif, donc on va mettre en avant ce qui est positif. Et puis c'est là où on commence à tricher, on commence à tromper ou bien les investisseurs ou bien les clients potentiels en leur racontant qu'une partie de la réalité. Il y a une entreprise, c'est un gestionnaire d'actifs qui a été pris la main dans le sac, si je peux dire, assez récemment. Ça s'appelle DWS. C'est un des plus gros gestionnaires d'actifs alternatifs, qui est une filiale de la Deutsche Bank. Et cette entreprise prétendait, ce gestionnaire de fonds, prétendait gérer à peu près la moitié de ses actifs de façon durable, alors que c'était massivement surévalué. C'est pas toujours évident, aller vérifier précisément est-ce que c'est vraiment durable, est-ce que ça l'est pas tant que ça. Donc on peut assez facilement manipuler les chiffres. Et ce fonds était, il était vraiment allé très loin, dénoncé par la personne qui était en charge de tout ce qui était l'investissement responsable. Le gendarme financier américain a pris en charge cette plainte, en fait, qui a été déposée par cette personne. Et elle a étudié la question. Ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement une fraude massive. Après, DWS, plutôt que de se faire condamner et de devoir reconnaître qu'il y avait une fraude, elle a préféré payer pour se débarrasser de ses poursuites. C'était quand même 25 millions de dollars, donc c'est pas non plus une petite somme. Et elle a dû réévaluer ses investissements. Donc, en gros, dire la vérité en réalité sur ce qu'elle gérait et la façon dont elle gérait. Et quand elle a fourni ces chiffres au final, la part verte ou durable était 75% plus basse que ce qu'elle avait annoncé. Donc, il y avait vraiment, je pense, une volonté de tromper les investisseurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe assez naturellement. Si on veut parler des banques, les banques elles font beaucoup de greenwashing aussi. C'est plutôt dans leur communication plutôt que dans leurs actes. Mais la communication, elle est très importante aussi puisque c'est la communication qui va attirer des nouveaux clients. La façon la plus traditionnelle, je dirais, c'est ce que pratiquement toutes les grosses banques, notamment en Europe, font. Elles communiquent énormément sur à quel point leurs activités sont vertueuses, sont vertes, qu'elles font des efforts pour réduire leurs émissions, pour investir dans des placements plus verts. Ce qui n'est pas complètement faux. Ce qui est faux, en tout cas ce qui est trompeur, c'est que dans le même temps, elle continue à financer de façon massive les énergies fossiles. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schizophrénie de la part des banques. D'un côté, elles affirment ou elles affichent de très bonnes performances en termes d'investissement. Et puis, dans le même temps, en fait, ce n'est pas de l'investissement, c'est des prêts. Donc, elles vont prêter de l'argent à des entreprises dans les secteurs les plus polluants.
Ça se voit pas trop. Donc, heureusement, il y a des ONG qui font le calcul, qui vont aller vérifier les chiffres, qui essayent de mesurer un peu plus précisément ce que font les banques en termes de prêts. Et voilà, et on a un décalage complet entre ce qu'elles affichent, ce qu'elles mettent en avant de façon très voyante, on va dire, et puis ce qu'elles font en réalité. Question bête. Ces banques pourraient-elles continuer à vivre si elles arrêtaient complètement d'investir dans les secteurs non durables ? La façon dont les banques posent la question est un petit peu différente. Ce qu'elles disent, c'est que si c'est pas moi qui prête à une entreprise qui va, par exemple, développer des nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile, si c'est pas moi qui prête de l'argent, ça va être une autre banque. Alors effectivement, on pourrait imaginer qu'en Europe, il y ait une sorte d'accord. Toutes les grosses banques européennes, peut-être aussi aux États-Unis, elles se mettent d'accord pour arrêter de prêter de l'argent aux entreprises qui sont massivement investies dans l'énergie fossile. Le problème, c'est que, oui, mais si ce n'est pas les Européens, ça va être quelqu'un d'autre. On peut très bien imaginer les plus grosses banques, elles sont plutôt en Asie maintenant, c'est des banques chinoises, c'est des banques japonaises. Et on peut très bien imaginer que l'investissement serait financé par des banques venant d'autres régions, ce qui est sans doute vrai. Après, il y a une question de principe aussi, il y a une question de valeur. C'est est-ce qu'on veut aller dans cette direction-là, ou est-ce que, sous prétexte que d'autres financeraient à notre place, est-ce qu'on va continuer à le faire simplement pour garder notre part de marché ? Maintenant, je ne suis pas sûr que si une banque suisse ou une banque européenne prenait la décision d'arrêter de financer ces activités polluantes, je ne suis pas sûr qu'elle s'en sortirait forcément beaucoup plus mal. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'affaires, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de revenus. Maintenant, faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, tous les pays européens, pratiquement, ont voté pour aller vers la décarbonation des économies. Voilà, il faut la mettre en place. Donc la décision, elle a été prise au niveau collectif, et il faut que chacun y mette du sien. Il y a quand même une demande croissante de la part de la population, de la part des autorités, de faire en sorte qu'on sache ce que les entreprises font. Les entreprises ou les banques, que ce soit dans le milieu de l'économie ou de la finance. Et donc on a besoin d'avoir cette information, on demande cette information. Les banques ou les entreprises vont afficher les efforts qu'elles font. Puis ça, on le voit de façon à peu près systématique. Maintenant, on peut avoir conscience qu'il faut aller dans la bonne direction, et puis on peut se rendre compte que oui, mais si je vais dans la bonne direction, peut-être que je vais rater des contrats, peut-être que je vais rater du business, et puis ça va avoir un impact sur mes actionnaires. Mes actionnaires vont recevoir moins de dividendes, ils vont pas être contents, ils vont peut-être demander un changement du board de la banque ou de l'entreprise, et puis je vais me faire virer. Au revoir. Pour les grandes banques, c'est vraiment manifeste. Il y a une dichotomie totale entre ce qui est affiché, ce qui est fait dans certains cas, par exemple sur un portefeuille d'investissement d'une banque. La banque va pouvoir afficher qu'elle fait un petit peu mieux qu'un portefeuille traditionnel. Donc elle va investir dans des actions, elle va investir dans des obligations en faisant des efforts. Et ça, je suis prêt à le croire. Le vrai problème, c'est les prêts. Vous savez, toutes les entreprises, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la production d'électricité, dans la fabrication de ciment, d'acier, ce sont des secteurs qui sont très intensifs en capital. Il y a besoin de beaucoup d'argent pour construire une nouvelle usine, pour aller extraire encore un petit peu de gaz ou encore un peu de pétrole, ou voire du charbon. Et cet argent, c'est quand même assez difficile dans ces secteurs-là d'avoir des investisseurs qui investissent directement dans l'entreprise. Et donc, c'est souvent à travers des prêts que ça se met en place. Et donc, qui dit prêt, dit banque. Et donc, il faut aller chercher de l'argent dans les banques. Et donc, c'est les banques qu'on va convaincre. C'est la banque qui prend la décision de prêter à une entreprise qui développe des nouveaux champs pétroliers en Afrique, qui va extraire du lithium je ne sais où. Et voilà, donc il y a vraiment une décision à un moment qui est prise, avec toujours cet argument, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment systématique. Mais c'est quand même une décision de la part des banques de financer ces activités. Tu triches. Éric Jandot, professeur de finance à la faculté des HEC à l'Université de Lausanne. Il faut lutter contre l'éco-blanchiment parce qu'il va se traduire par un détournement des ressources financières des entreprises qui le mériteraient vers les entreprises qui ne le méritent pas. Et ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel. Ça concerne à la fois
des entreprises vis-à-vis de leurs clients, par exemple, des consommateurs ou des consommatrices qui vont être trompés, qui vont acheter des produits ou des services pensant qu'ils sont durables alors qu'ils ne le sont pas. Mais aussi, et ça c'est plus mon travail, vis-à-vis des investisseurs. Les investisseurs, si on leur dit, voilà, investir dans telle entreprise, vous pouvez y aller, elle est vertueuse, alors que c'est pas le cas. Je vais avoir tendance à aller investir dans l'entreprise plutôt que dans une autre qui, elle, serait peut-être vertueuse. Et donc, ce détournement de ressources, pour moi, c'est vraiment l'élément fondamental de la lutte contre l'éco-blanchiment. Une des raisons, c'est que on a des ressources qui sont limitées, il y a une urgence climatique, et donc il faudrait aller le plus vite possible. Et à cause de l'éco-blanchiment, en fait, on est ralenti dans ce processus parce que on ne sait pas trop entre telle banque et telle banque dans laquelle il faut investir, dans laquelle il faut mettre notre argent, entre tel ou tel producteur d'eau, ce qu'il faut en privilégier l'un par rapport à l'autre. Il y a beaucoup de questions, par exemple, sur est-ce qu'il faut acheter une voiture électrique ou pas. Et ce bilan, je crois que maintenant, on est à peu près au clair que véhicules électriques, c'est moins pire, on va dire, que des véhicules à énergie fossile, mais c'est pas non plus la panacée. J'ai l'impression que la réflexion qu'on a maintenant, c'est plutôt est-ce qu'il ne faut pas changer de mode de transport plutôt que de passer du fossile à l'électrique. Donc toute cette information qui est construite à la fois dans le milieu académique, mais aussi au sein des ONG, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est important pour prendre les bonnes décisions. L'accès à l'information est vraiment fondamental parce qu'on a un temps qui est limité pour faire la transition énergétique, transition écologique et sociale de façon générale et en l'occurrence transition énergétique. Donc c'est pour ça qu'il y a cette volonté d'éliminer l'éco-blanchiment autant que possible. Dans une période où les ressources financières sont quand même limitées, le fait de mettre l'argent dans les mauvaises entreprises, c'est quand même un problème. Et je pense que c'est vraiment la raison principale pour laquelle l'éco-blanchiment doit être combattu. Alors comment on peut le combattre ? La façon la plus simple d'aborder la question, c'est est-ce qu'il y a de la régulation ou pas ? Ça, on peut mettre en place des mécanismes de régulation. La plupart des pays développés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on met en place des régulations de ce type-là pour s'assurer que la façon dont les entreprises communiquent est correcte. Donc si une entreprise dit j'ai amélioré ma performance d'un point de vue énergétique, il faut qu'elle puisse le prouver et qu'elle fournisse l'information qui permette de vérifier ça. C'est des règles un peu pénibles et c'est vrai que c'est un coût important aussi pour l'entreprise puisqu'elle doit mesurer ses émissions de carbone, elle doit mesurer sa consommation d'eau. Il y a tout un tas d'éléments maintenant qui sont de l'information extra-financière que l'entreprise doit fournir dans le cadre de son rapport annuel ou de son rapport de durabilité. Donc il y a beaucoup d'informations maintenant qui est demandée aux entreprises, donc c'est relativement coûteux aussi de ce point de vue-là, mais ça permet aussi d'informer les investisseurs, d'informer les consommateurs de ce que fait l'entreprise. Si on prend le cas d'un individu, une personne qui veut investir de façon responsable ou qui n'a pas envie de déposer son argent dans une banque qui ne ferait pas les choses comme il faut. Parce que je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut formuler cette problématique. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des banques agissent de façon à peu près similaire. Si on pense en tout cas aux grosses banques européennes, il y a quand même un comportement assez systématique de si c'est pas moi, c'est les autres, donc je continue à prêter. Maintenant, il y a des banques qui sont plus vertueuses que d'autres. Il n'y en a pas forcément tant que ça, mais il y a quand même quelques banques qui font des efforts, qui affichent des efforts un peu plus importants sur les choix d'investissement. Donc par exemple, il y a des banques qui ont déjà décidé d'arrêter de prêter de l'argent à des entreprises qui vont développer des nouveaux projets pétroliers ou gaziers. Donc ça, c'est effectivement une possibilité d'aller identifier notre nouvelle banque de cette façon-là. Maintenant, je me souviens, il y a quelques années, il y avait la Fédération romande des consommateurs qui m'avait demandé d'analyser les grosses banques suisses et puis de regarder comment est-ce qu'elles avaient communiqué sur leur caractère plus ou moins vert, on va dire. Et puis certaines banques avaient simplement pas de réponse à donner. C'était je pense pas que ce qu'on fait en termes de durabilité est pertinent pour un client potentiel. On ne sait pas où est-ce qu'on en est, donc on est en train de calculer de notre côté quelle est notre position. Et puis, il y avait certaines banques qui étaient quand même plus en avance et puis qui étaient capables de communiquer correctement. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Hein. Il y a quand même un gros effort qui est fait de la part à la fois des entreprises et des banques sur l'amélioration de leur communication. En fait, à partir du moment où on communique plus, il y a ce problème d'éco-blanchiment. C'est-à-dire que puisqu'on communique,
on n'a pas envie de mettre en avant ce qui est négatif, donc on va mettre en avant ce qui est positif. Et puis c'est là où on commence à tricher, on commence à tromper ou bien les investisseurs ou bien les clients potentiels en leur racontant qu'une partie de la réalité. Le greenwashing, c'est ça aussi, hein, c'est présenter une partie des faits. Donc on ne va pas forcément mentir, mais on ment par omission. On va pas mentionner un certain nombre d'éléments. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, hein, on a ce type de comportement. Si vous allez sur le site web des entreprises qui produisent de l'électricité aux États-Unis, vous allez avoir des panneaux solaires, des éoliennes. Et puis on ne vous parle jamais que en fait, 70-80% de la production électrique elle est faite à partir de charbon. On est quand même aux États-Unis, mais on utilise aussi beaucoup de charbon là-bas. Simplement, on présente les choses de façon très positive et on oublie de parler des choses négatives. Si on veut se faire sa propre opinion, il faut avoir une façon alternative de s'informer. Et là, on tombe sur un aspect qui est un petit peu différent, qui est l'évaluation des entreprises. C'est pas nous qui allons le faire, on n'a pas suffisamment d'informations, donc on doit faire confiance à un certain nombre de sociétés en fait, qui vont évaluer les entreprises pour nous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les scores ESG, donc environnemental, social et de gouvernance. C'est devenu une grosse activité, hein. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu là, aussi parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de clients potentiels qui sont intéressés par ces questions et donc ils vont demander de l'information. Peut-on leur faire confiance à ces sociétés ? Donc, alors, d'une certaine façon, oui, mais partiellement. La plupart de ces sociétés qui nous fournissent de l'information sur les pratiques ESG des entreprises, elles ont une vision un peu à l'américaine. Et donc, à l'américaine, ça veut dire, ce qui m'importe quand j'évalue une entreprise, c'est l'impact financier sur l'entreprise. Et donc, quand je parle de climat, par exemple, si je veux regarder les aspects environnementaux, ce qui va compter, c'est est-ce que l'environnement pourrait avoir un impact sur les résultats financiers de l'entreprise. D'accord ? Donc, est-ce qu'une entreprise, éventuellement, va souffrir de cette décision en termes d'environnement ? C'est important. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse fondamentalement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise sur le climat. Donc, quel est son impact sur le climat ? Ce qu'on appelle la matérialité d'impact. Cette matérialité d'impact, elle est rarement évaluée par les fournisseurs de données parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas ça qui domine. Aux États-Unis, ce qui domine, c'est la matérialité financière. Donc, c'est est-ce que l'entreprise est susceptible de souffrir de ses choix ? Et ça, c'est un problème parce que nos scores ESG qu'on aime bien utiliser, moi je les ai beaucoup utilisés dans mes recherches, ils ne me disent pas complètement la vérité. C'est une vérité qui est partielle, qui peut être trompeuse, qui peut être biaisée. Idéalement, on aimerait bien avoir la vérité vraie, mais la vérité vraie, elle est rarement reportée. Sur certains aspects, on peut avoir une mesure assez précise. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Ça fait partie du reporting qui est obligatoire maintenant dans beaucoup de régions, et notamment en Europe et aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et donc, on va avoir accès à cette information. Et là, on est en train de mesurer justement ce que je disais, c'est quel est l'impact de l'entreprise sur le climat. Si l'entreprise émet beaucoup de CO2, elle va avoir un impact négatif. Dans un monde idéal, on aimerait aussi avoir des informations, par exemple, sur les autres dommages à l'environnement, pas uniquement liés aux émissions de carbone, mais ça pourrait être sur la biodiversité, par exemple. Ça, on a plus de mal à avoir accès à de l'information, mais c'est quelque chose qu'on peut obtenir. Les émissions de carbone, c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer assez précisément, obtenir l'information, à la fois sur les entreprises, sur les États. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facilement accessible. Donc là, on peut prendre une décision qui est a priori moins biaisée, en disant, voilà, telle ou telle entreprise est particulièrement émettrice, j'ai pas forcément envie d'aller investir dedans. Tu triches. Alors justement, au sein du CRML, le Center for Risk Management de Lausanne, à la faculté des HEC de l'UNIL, vous avez élaboré un outil d'évaluation des critères ESG des fonds immobiliers suisses. Le CRML, c'est un centre de gestion des risques créé en 2012. Au départ, la vocation de ce centre, c'était de mesurer les risques systémiques des banques. Donc on n'était pas encore sur des questions de durabilité, mais plutôt de risques systémiques. Et puis c'est vrai, la durabilité, en fait, on est en plein dans les risques systémiques. Le centre a évolué vers des questions qui sont plus liées aux questions de durabilité, mais aussi de décarbonation,
principal impact sur le climat, ça va être tout ce qui est émissions de carbone qui seront liées à l'eau chaude, au chauffage. Non, c'est essentiellement ça. Après, il y a la construction des immeubles, la destruction des immeubles. Mais disons que si on pense à la durée de vie du bâtiment, l'essentiel, c'est vraiment l'utilisation de l'électricité, du chauffage. On s'est rendu compte en travaillant sur justement les pratiques ESG des fonds immobiliers qu'il y avait une incohérence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réglementation strictement parlée en Suisse sur comment est-ce qu'un fonds va afficher ses émissions de carbone, par exemple. Il y a une liberté quasi totale, jusqu'à peu. Ce qui fait que les fonds allaient reporter l'information de combien d'émissions de carbone je suis responsable sur une année donnée. Et donc, la comparabilité des fonds n'était pas faisable. C'est pas qu'il y avait forcément de la triche, c'est simplement que l'information était présentée de façon différente par les différents fonds. Et donc, ce que nous avons fait au CRML, c'est vraiment de construire des mesures, notamment sur les émissions de carbone, qui étaient homogénéisées à travers l'ensemble des fonds. Et donc, maintenant, ce qu'on fournit, c'est des scores ESG sur l'ensemble des fonds immobiliers en Suisse, qui soient comparables à travers les fonds. On a trouvé une façon d'homogénéiser l'ensemble de ces indicateurs. Alors, qui vont servir à qui ? Essentiellement, ça va servir aux investisseurs. Alors, juste par parenthèse, ça me permettra de faire un petit merci. Un des investisseurs, c'est la fondation de l'Université de Lausanne. Au départ, c'est la Fondation pour la gestion des biens universitaires de l'État de Vaud qui nous a mandatés pour travailler sur ces questions-là, notamment sur les fonds immobiliers. La Fondation voulait investir de façon plus durable et donc avoir accès à ce type d'informations. Et l'information sur les fonds immobiliers n'était pas disponible. Il n'y avait pas de score ESG sur les fonds immobiliers. Et donc, on nous a demandé de construire ces scores, ce qui était vraiment un challenge, parce qu'il n'y avait vraiment rien qui existait à l'époque. On a bien progressé là-dessus. Puis donc maintenant, on peut rendre à l'université ce qu'elle a investi chez nous. En finance, on travaille toujours en deux temps, puisque tout passe par les financements. Moi, quand je produis des scores ESG, j'informe les investisseurs. Je leur explique que tel fonds ou telle entreprise est plus vertueuse que telle autre. Après, l'investisseur, c'est à lui d'investir de l'argent. Et moi, je n'investis pas. Ah bon, non, vous ne donnez rien, vous ? Non, je n'ai pas les moyens. Mais en revanche, l'investisseur ou, par exemple, la fondation de l'université peut prendre des décisions d'investir de façon plus vertueuse. Et donc, ça va être un choix qui va être entre tel fonds ou tel fonds, entre telle entreprise ou telle autre. Et donc, là, il y a une décision qui est prise par l'investisseur de privilégier telle ou telle entreprise ou tel fonds. Et après, c'est au fond de se poser la question, voilà, moi, j'émets beaucoup de carbone dans mes immeubles parce qu'ils n'ont pas été rénovés de façon suffisamment propre. Donc, je n'ai pas changé mon système de chauffage, par exemple. J'ai encore du mazout pour chauffer le bâtiment. C'est à ce moment-là que le fonds, lui, doit se poser la question. Où est-ce que je veux évoluer ? Est-ce que je veux que mes investisseurs qui veulent améliorer un peu leurs investissements quittent mon fonds parce qu'ils ne sont pas satisfaits par ma politique ? Ou est-ce que, au contraire, je vais essayer de faire des efforts ? On fournit l'information à l'investisseur, l'investisseur prend ses décisions d'investissement, et puis après, l'entreprise ou le fonds doit réagir à la façon dont les investisseurs décident d'acheter ou pas des actions ou les parts de fonds. S'il y a suffisamment d'investisseurs qui veulent améliorer les choses, donc qui veulent aller vers une décarbonation de l'économie, on va arriver à pousser les entreprises à faire ce changement. Toute notre activité en ce moment au sein du centre, c'est vraiment d'aller dans cette direction-là. C'est comment inciter les investisseurs à faire pression sur les entreprises. Pression. Et la question très bête, elle arrive maintenant. Un prof de finance a-t-il toujours les bons filons pour faire des investissements intéressants? Alors, vous, en l'occurrence, vous êtes un prof de finance vert, donc je pense que vous faites attention. J'ai pas les bons filons. Je pensais que votre question était, est-ce qu'un prof de finance sait comment gagner beaucoup d'argent ? C'était un peu ça, la question, vous avez pas compris. Alors, il y a deux façons de répondre. En finance, c'est comme la fameuse référence au cordonnier qui est mal chaussé. C'est pas parce qu'on est prof de finance qu'on a forcément des idées extraordinaires en termes d'investissement. Quand je me pose la question de choix d'investissement, effectivement, je vais plutôt aller regarder quel type d'entreprise, quel type de fonds se pose des questions en cohérence avec les questions qu'on peut se poser sur l'environnement, sur les questions sociales. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas si difficile que ça non plus.
C'est accessible à peu près à tout le monde. À partir du moment où vous avez un petit montant à investir, vous pouvez vous poser ces questions d'aller investir dans des fonds qui vont être plutôt des fonds verts. C'est disponible. Maintenant, si vous regardez les chiffres, la part des actifs gérés dans des fonds verts est très limitée. Ça veut dire qu'il y a relativement peu d'investisseurs, y compris des investisseurs comme vous et moi, des gens, pas des entreprises. Et on peut dire des petits investisseurs. Des petits investisseurs. Il y a peu d'intérêt pour ces fonds-là, malheureusement. Et je pense que c'est toujours cette idée que mais est-ce qu'on est vraiment sûr que l'argent va être placé dans les bons titres Est-ce que ça va pas être un peu du greenwashing, on parlait d'éco-blanchiment depuis le début, et il y a toujours un peu cette question de est-ce que je fais bien si je vais investir dans un fonds vert? Moi, j'assume. J'ai pas de problème à aller investir dans un fonds vert, même si des fois je me pose des questions. Mais je pense qu'il y a quand même cette responsabilité de la part de tout le monde d'essayer d'améliorer autant que possible les choses et de faire en sorte que ça aille dans la bonne direction. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas aller investir, en tout cas, dans des fonds qui sont spécialisés dans les énergies fossiles. Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.